Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de On passe à l'action, l'émission où on crée de la valeur, on attaque la ligne et on essaye de traiter les problématiques patrimoniales de nos clients et de nos auditeurs. Aujourd'hui, une émission qu'on a voulu sur un thème, après avoir fait comment un expert comptable et un banquier privé s'associent pour créer de la valeur pour un dirigeant actionnaire. Et bien pour ne pas faire de jaloux, on reçoit désormais un avocat dont on va donner le nom dans quelques instants. Et l'objectif de la réunion et de cette émission sera comment un banquier privé et un avocat de talent auront la capacité de sécuriser une opération de cession d'entreprise. Bonjour David. Bonjour Fabien. Alors David est un régional de l'étape puisque même si, comme votre serviteur, il a fait un passage et il est toujours d'ailleurs pour son cas avocat à Paris, il est originaire de Domaine. Donc ça fait 2 Grenoblois ou 2 Isérois dans cette émission. Comment tu te sens David ? Très bien, hein. Comme toujours, hein, lorsqu'on est proche des montagnes, on se sent chez soi. Très bien. Et il va en falloir de se sentir chez soi puisque l'objectif de cette émission, encore une fois, c'est comment vendre son chez-soi, comment vendre son entreprise et la vendre dans de bonnes conditions avec un avocat, avec un banquier privé et bien évidemment avec tous les talents. Alors David, pour rentrer dans le vif du sujet, je suis chef d'entreprise, j'ai envie de céder ma société. Comment toi, de ton point de vue, tu vois un peu aujourd'hui le marché des cessions, des acquisitions ? Quel est un petit peu ton ressenti en tant que professionnel aujourd'hui ? Effectivement, aujourd'hui, tu es chef d'entreprise, la première question à te poser, c'est comment va le marché ? Exactement. Aujourd'hui, comment va le marché ? Le marché est dans une phase de transition. Phase de transition, plutôt à la baisse. On a un environnement macroéconomique qui est particulier. La guerre en Ukraine, le conflit au Moyen-Orient, l'inflation. Clairement, les indicateurs sont pas forcément les plus faciles à appréhender, mais pour autant, on sent quand même qu'il y a des choses qui peuvent remonter. Des secteurs d'activité comme les énergies renouvelables dans lesquels il y a des opportunités, dans l'industrie également. Donc, le tableau est pas tout noir, mais pour autant, ça demande d'avoir une certaine attention et de se dire qu'en fait, le marché aujourd'hui est compliqué. Donc, si je veux vendre ma société, il va falloir penser à comment l'acquéreur en fait peut réfléchir à acheter ma société. Et là, c'est vrai que c'est un point très important puisqu'en fait, finalement, c'est une discussion avec 2 personnes. Il y a un acheteur, il y a un vendeur. Et dans tout ça, quand tu parles de guerre en Ukraine, quand tu parles d'inflation, de hausse des matières premières, c'est vrai qu'on voit bien que nos clients aujourd'hui, chefs d'entreprise, ils sont obsédés par la question de l'EBITDA, de l'excédent brut d'exploitation, donc de la marge de leur entreprise, parce que sous tension avec 3 facteurs, comme tu l'as dit, les matières premières, l'énergie et puis l'inflation des salaires, puisque l'année dernière, on a quand même eu majoritairement une inflation de salaire entre 5 et 12% suivant les secteurs d'activité. Donc forcément, ça pèse sur les marges, à la fois de ceux qui veulent vendre, mais surtout de potentiellement ceux qui vont être capables de payer le prix. Effectivement, ça pèse parce qu'aujourd'hui, si vous voulez acheter une société, il faut aller potentiellement prendre un prêt. Oui. Vous prenez un prêt, ce sont des taux d'intérêt qui s'envolent. Donc c'est-à-dire que vous voulez acheter, vous y réfléchissez à 2 fois. À 2 fois parce que avec des taux élevés, il faut que le projet soit sûr à 150%. Et en même temps, avec les temps qui courent, c'est aussi des opportunités, ces opportunités de croissance externe pour les acquéreurs de se dire est-ce que j'ai le temps de développer ce marché sur une activité ou est-ce que je ferais pas mieux d'acheter mon concurrent ? Donc en tant que vendeur, en tant que chef d'entreprise, la question c'est sur mon marché, comment je me positionne ? Et toi en tant que banquier privé, tu les sens comment tes clients ? Écoute, on est en phase tous les deux sur ce que tu viens de dire. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet, c'est d'un côté des clients qui sont vendeurs, parce que le marché est de plus en plus compliqué. Gérer sa boîte, c'est pas évident. Pour les raisons qu'on a dit, les marges sont sous tension. Gérer de l'humain, c'est pas évident, avec les inflations, avec le droit social. Et donc ça, c'est pour mes clients vendeurs une volonté de vendre parce que quelque part, on sent qu'on est à la croisée des chemins. Et puis de l'autre côté, les grands groupes, c'est quelque part une marche forcée à l'acquisition. Parce qu'on a le sentiment que le niveau de vie en Europe, et ça a été d'ailleurs l'objet de plusieurs émissions, est en train de baisser. Parce que justement, dépréciation de l'euro, augmentation du prix des matières premières, augmentation du prix de l'énergie. On le voit bien dans notre panier moyen. Alors, vous savez, dans cette émission, on aime bien les confidences, petite parenthèse.
Et avec David, on était à l'hôtel Mercure Marlioz il y a quelques instants. Et je partageais avec David ma lecture préférée, qui est le journal L'Équipe. Et simplement pour illustrer cette baisse du niveau de vie, c'est que moi, j'ai connu L'Équipe, comme certains d'entre vous, à 6 francs. L'Équipe en semaine, c'était 6 francs. Je me rappelle encore le titre de la Coupe du Monde 1998. Le lendemain, c'était Pour l'éternité. Et le prix de L'Équipe, c'était 6 francs. Aujourd'hui, vous voulez aller acheter L'Équipe en pleine année, en pleine semaine, c'est plutôt 2 €, 2,50 €. Donc 6 francs, c'est un peu moins d'1 €. Aujourd'hui, 2,50 €, on a multiplié par 2 ou par 2,5. Et pour un chef d'entreprise aujourd'hui, c'est comme pour d'ailleurs son marché, c'est le même principe. C'est tout va coûter plus cher et tout coûte plus cher. Et donc pour répondre à ta question de manière percutante, c'est aujourd'hui, on a des clients qui se rendent compte que le gâteau est plus bas, plus faible, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires potentiel sur la zone Union européenne est plus faible. Et pour aller le gagner, il va falloir en fait acquérir d'autres sociétés, aller acheter du chiffre d'affaires beaucoup plus rapidement. Donc c'est vrai qu'on est dans un marché quelque part qu'on pourrait qualifier d'acheteur. Et d'ailleurs, je trouve ça très intéressant ce que tu disais, et peut-être le développer, c'est que quelque part l'acheteur, il achète en marche forcée, mais il n'est pas certain que le projet va réussir. Et c'est là où effectivement, toi en tant que conseil d'un vendeur, tu as un peu envie de lui dire attention, peut-être à prendre des précautions particulières, non ? Clairement, parce que je reviens sur un point que tu disais tout à l'heure que je trouvais très intéressant, c'est les prix ont augmenté. L'équipe a augmenté, mais lorsqu'aujourd'hui le prix d'une bonne entrecôte aussi, parce qu'aujourd'hui il y a de l'inflation, mais l'inflation ne se répercute pas forcément sur les prix de cession. C'est-à-dire qu'aujourd'hui t'es vendeur, et l'inflation ne va pas forcément se répercuter sur le prix de cession que tu auras de la part d'un acquéreur. Donc ça veut dire qu'en tant que vendeur, il faut faire extrêmement attention, il faut être hyper minutieux, c'est-à-dire il faut en fait se préparer. Se préparer, c'est-à-dire anticiper et être prêt le jour J, c'est-à-dire connaître sa société, connaître parfaitement son activité, prendre du recul. Est-ce qu'aujourd'hui je suis en phase de croissance ? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai des potentialités qui peuvent intéresser les acquéreurs ? Mais aussi et surtout, et c'est là où un avocat peut avoir son intérêt, c'est est-ce que ma société est dans les clous ? Est-ce que mes contrats de travail sont carrés ? Est-ce que mes contrats ne souffrent pas de difficultés ? Est-ce que demain, j'ai pas un risque qu'un fournisseur parte ? Est-ce que, par exemple, si j'ai une société qui fait de la technologie, est-ce que j'ai bien déposé les marques ? Est-ce que j'ai bien déposé les brevets ? En fait, ça demande vraiment de se préparer. Alors ça, c'est très important et on va le détailler dans cette émission parce que finalement, ce qu'il faut lire entre les lignes et ce qu'il faut comprendre de ce que vient de nous dire David, c'est aujourd'hui, je vais être amené à vendre à un grand groupe. Il y a de très fortes chances. À un fonds qui va être soutenu par un industriel, le leader du marché. Déjà, un grand groupe contre une PME, c'est David contre Goliath. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut bien connaître sa société pour être certain de bien valoriser sa force. Ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est que qui dit David contre Goliath ou qui dit grand groupe, ça veut dire qu'aussi il va être staffé. Il va avoir une équipe connue qu'il suit depuis très longtemps. Donc ça veut dire que moi, en tant que dirigeant de PME qui vais vendre ma boîte, il faut que j'ai un niveau d'équipe qui soit similaire. Et puis le point 3, qui est dit sans être dit, alors on se renifle depuis tout à l'heure avec David, mais c'est qu'il y a peut-être des gens qui vont tenter des croissances externes sans les avoir bien pensées, sans les avoir bien mesurées et qui vont le faire en se disant si jamais ça marche pas, c'est pas bien grave, j'aurai dans mon contrat de cession, dans mon protocole de cession, les clauses qui me permettront, et on va mettre des noms dessus, finalement de revenir en arrière et de récupérer une partie du prix de vente, voire de le réduire, que j'ai versé aux dirigeants de PME. Et c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de se dire on est dans un marché difficile, comment moi en tant que patron de PME, je peux réaliser un deal, et ça c'est très important, parce que c'est un mot qu'on retrouve souvent dans la bouche de David, pour ses clients et ses futurs clients, comment je fais non pas pour plier le mec en face de moi, mais avoir un deal équilibré. Et c'est ça, et en parlant même d'équilibre, j'irai même plus loin, sur un point aussi qui est extrêmement intéressant, c'est que en tant que vendeur, comment je me positionne aussi moi, en tant que personne. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la société qu'on va vendre, mais parfois on parle un peu moins du vendeur lui-même. Comment je me situe, l'âge, la situation matrimoniale, la situation avec des enfants, des descendants, comment je vais gérer en fait l'après. Alors là dit comme ça, on a la tête dans le guidon et on se dit je veux vendre ma société, mais il faut savoir anticiper. Et anticiper, c'est passer par une approche patrimoniale également et avoir du coup un banquier privé plutôt carré à côté de soi. Alors là, je pense à toi, pas forcément spontanément, mais bon, t'es face à moi, donc bon. Clairement, voilà. Comment toi t'appréhendes aussi cette partie où en fait il y a cette volonté de vendre et en même temps
il y a justement ces questions patrimoniales. Alors c'est évidemment quelque chose d'important. Je pense que déjà c'est un travail d'équipe, dans le sens où à un moment donné, on se met autour de la table avec l'avocat, l'expert comptable, le client, et on se pose la question de savoir ce qu'on veut faire derrière. Est-ce qu'il y a un nouveau projet de réinvestissement ? Est-ce qu'il y a une volonté de devenir rentier ? Je sais qu'en France, ce mot-là est vulgaire, mais devenir rentier, c'est à un moment donné avoir transformé et valorisé son capital. C'est un peu le repos du guerrier. Donc ça devrait plutôt être vu positivement. Et puis ensuite, c'est en fonction de ces objectifs-là, se poser la question de la structure de l'opération. Et c'est là où on reviendra sur tous ces points-là, mais moi, ce qui pourrait être intéressant pour nos auditeurs aujourd'hui, David, c'est se poser la question en tant que chef d'entreprise. J'ai une société à l'impôt sur les sociétés. J'ai envie de la vendre. C'est quoi mes options aujourd'hui d'un point de vue juridique ? Est-ce que, imaginons que je sais pas trop, j'ai échangé avec mon banquier privé pour faire suite à ce que tu dis, j'hésite entre réinvestir dans une nouvelle activité, j'hésite entre être rentier, mais finalement, ce que j'attends de mes conseils, c'est des facteurs clés de décision. Et donc du coup, on est autour de la table, là, David, et le chef d'entreprise te dit, bon David, je fais quoi ? Je vends mon fonds de commerce, je vends mes titres, je fais un détourage. Parce que j'ai entendu ça dans Management Magazine. Comment je structure, moi, cette opération de cession, David ? Quels sont un peu tes conseils ou tes premières impressions ? Formule classique d'avocat, ça dépend. Non, en fait, il y a différentes façons de céder son entreprise ou même de céder une partie de son activité. Grossièrement, il y en a 3. Il y a 3 principales qu'on peut dégager et qui vont être en fait liées aux questions que vont se poser le chef d'entreprise ou les chefs de la société. Premièrement, est-ce que j'ai envie de sortir totalement ? Est-ce que j'ai envie de passer la main ? Est-ce que j'ai envie justement d'avoir ce repos du guerrier ? Donc, est-ce que je vais céder l'intégralité de mes actions ou de mes parts sociales ou tout ou partie ? Si par exemple j'ai des associés qui ont des intérêts divergents, ça c'est le premier point, c'est la sortie totale. Exact. Le deuxième, ça s'appelle tapis et pas Bernard pour le coup. J'allais faire la même. C'est très bien, très bonne référence. La deuxième, c'est j'ai potentiellement envie de changer d'activité, j'ai encore l'énergie, mais j'ai envie de changer et donc je me dis pourquoi pas céder mon fonds de commerce. Mon fonds de commerce, c'est vraiment toutes les activités, les actifs qui vont avec une clientèle particulière sur une activité donnée. Est-ce que je ne céderai pas mon fonds de commerce, garder ma société pour repartir sur une autre aventure ? C'est une possibilité. Tout à fait. Et la troisième, un peu plus technique, sur des sociétés un peu plus grandes qui ont plusieurs activités, c'est de me dire, j'ai plusieurs activités. J'en ai une qui marche un peu moins bien ou qui a moins de synergie avec les autres. Et est-ce que, alors là, c'est le gros mot, est-ce que je ne ferai pas un carve-out ou comme on dit, un détourage, c'est-à-dire sortir cette activité et en fait pour la vendre, je la valorise et je garde mon activité principale. Alors ça, c'est encore une fois une réflexion qui est très importante et on répète jamais assez l'important de se mettre autour de la table et d'échanger. On a des dirigeants des fois qui nous disent oui mais moi cette activité-là je l'ai gardée parce que je pense à une dirigeante que j'ai rencontrée il y a pas longtemps. Elle me dit là cette activité je peux pas la vendre parce que c'est l'activité de mon père et quelque part je me sens redevable par rapport à ses employés, par rapport à l'impact que le business a sur mon écosystème et ça je peux vendre. C'est à un moment donné se dire ok le joueur c'est pas sa valeur sur le terrain sauf quand il est médiatisé, donc c'est à un moment donné on se pose autour de la table, on dit ça a de la valeur, on peut le vendre, ça on va le garder et comment on peut faire et réfléchir à des schémas effectivement alternatifs, vendre mes titres en direct, les vendre partiellement, faire un carve-out ou un détourage et ça c'est important tout en ayant bien en tête effectivement David que parfois dans cette réflexion autour d'une cession il peut y avoir aussi des incidences parce que parfois, le dirigeant a oublié de nous dire qu'il y a des pactes d'associés, des engagements particuliers. Comment toi t'approches dans ta méthodologie aujourd'hui et qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur ces sujets-là de passifs juridiques ? Le premier point, c'est faire un état des lieux. Un état des lieux, c'est de se dire, est-ce que je suis seul à vouloir vendre ou est-ce que je suis entouré ? La situation est différente. Plusieurs associés, généralement ça rime avec pacte d'associés, avec des clauses spécifiques pour organiser la sortie des associés et de se dire en fait, si je cède tout seul, j'ai les coudées franches. Si je cède avec d'autres personnes, il y a plusieurs voix au chapitre. Exact. Et donc ça demande d'avoir cet état des lieux juridique, de se dire justement quelle est ma situation, et aussi d'avoir cet état des lieux patrimonial, de se dire en fait
quels sont mes intérêts qui vont me diriger d'un point de vue fiscal et patrimonial sur l'une ou l'autre des opérations. Et c'est là où généralement j'ai besoin d'avoir un bon banquier privé à côté de moi. Exactement. Alors c'est vrai qu'on l'a pu le voir sur des dossiers communs ou d'une manière générale sur nos expériences communes et séparées. La question aujourd'hui de la fiscalité, elle est décisive parce que parfois on réfléchit sur des schémas pendant des heures. On est d'ailleurs tous d'accord avec nous-mêmes et entre nous, mais on est passé à côté d'un pacte Dutreil. C'est ça. Tu vois, c'est drôle parce que, et je lui passe le bonjour, il y a 48 heures, j'étais avec une de tes confrères dans le Sud. On discute pour la cession d'un hypermarché ou en tout cas potentiellement dans le secteur de la grande distribution. Et en fait, il y avait encore un pacte Dutreil. Et en fait, en plus, c'était un pacte, pour les auditeurs qui nous écoutent, un pacte Dutreil, c'est un engagement de 6 ans. En échange, pour faire simple, de prendre l'engagement de conserver les titres pendant 6 ans, j'ai une réduction fiscale lorsque je donne une partie des titres à mes enfants. Donc ça, super. Sauf qu'en fait, le point de départ et le top départ de ces 6 ans, il faut qu'ils respectent un formalisme particulier. Vous avez 2 ans d'engagement collectif, 4 ans d'engagement individuel. Et pour que commencent les 4 ans, il faut bien que l'engagement collectif de 2 ans soit considéré comme terminé. Et donc là, on discutait avec le dirigeant, tout se passait très bien, ses conseils. Sauf qu'en fait, on était tous partis pour une session en 2025, sauf qu'en fait, on avait oublié que l'engagement collectif n'avait pas respecté un bon formalisme. Donc c'est toujours, et qu'on n'avait pas dénoncé et arrêté cet engagement collectif de 2 ans pour partir sur un engagement de 4 ans. Donc en fait, quelque part, ce qui est important à un moment donné quand on fait un état des lieux, c'est se dire, ok, quels sont vos projets, mais quelles sont aussi nos contraintes, comme tu l'as dit sur le pacte d'associés, et éventuellement sur la question du pacte Dutreil. Et c'est essayer de bien s'assurer qu'on soit dans les délais de 6 ans, et si ça soit le délai de 6 ans, qu'on ait bien nos fameux délais de 2+4 et que les 2 ans soient terminés. Donc ça, c'est important. Alors peut-être aussi un autre point qui est plus lié à la fiscalité, mais aussi au juridique. Ça a quoi comme impact de vendre plutôt un fonds de commerce plutôt que de vendre des titres de société en termes par exemple de droits d'enregistrement, de contraintes sur le passif? Qu'est-ce que ça va générer aujourd'hui ce type de montage par exemple? Alors, sur le droit d'enregistrement, il y a une différence qui est significative parce qu'aujourd'hui, les droits d'enregistrement sont beaucoup plus élevés sur la cession d'un fonds de commerce. Donc 3% pour un fonds de commerce. Et, ouais. Et la différence aussi, c'est une différence par rapport au passif. C'est-à-dire qu'un fonds de commerce, concrètement, c'est un ensemble de biens, d'actifs matériels et immatériels qui vont suivre une clientèle, sur la définition juridique. C'est-à-dire qu'en fait, on cède l'actif, mais on ne cède pas le passif. La société garde le passif. Sur une cession d'entreprise, avec une cession de l'intégralité des actions des parts sociales, on cède un actif et un passif. Et donc, qui dit cession de passif, dit un acquéreur qui va être regardant sur ce passif. Et donc, ça pose la question de l'appétence de l'acquéreur aussi, parce que dans une opération de cession, il faut être 2. Et donc, d'un côté, on a le vendeur et ce qu'il a envie de faire, mais de l'autre côté, on a un acquéreur qui parfois va être plutôt intéressé juste par une activité, plutôt par le fonds de commerce, ou se dire, je prends mon risque, je prends le passif. Exactement. Et donc, on voit bien que l'impact entre les titres et le fonds de commerce, ça va être effectivement plusieurs niveaux et plusieurs facteurs clés de décision. Le premier, c'est quel est mon prochain projet? Point 1. Point 2, c'est quel est le montant de droits d'enregistrement que l'acquéreur va être prêt à payer. Puisqu'en fait, fonds de commerce, vous avez des droits d'enregistrement de 3% de la valeur du fonds de commerce à vous acquitter. Lorsque vous achetez des titres d'une société par action simplifiée, vous êtes, comme l'a dit David, très faible aux alentours de 0,1%. C'est notre deuxième critère. Et puis on a un troisième critère qui est dans quelle mesure l'acquéreur va accepter d'acheter la vie d'avant du dirigeant. Parce que le fonds de commerce, j'achète juste l'activité, ce qui s'est passé avant, ça compte pas, David. Par contre, lorsque j'achète les titres d'une société, ce qui s'est passé avant, ça va compter dette fiscale, sociale, etc. Et ça va nous demander notamment d'être le plus précis possible dans la suite. Et ça tombe bien, David, parce que la suite, on va en parler dans quelques instants, après une petite pub que va nous adresser Jean-Pierre. Et comme je n'ai pas prévu, Jean-Pierre, qu'on allait faire une pub, eh bien, il est surpris et il me regarde avec beaucoup de plaisir. On vous dit à tout à l'heure pour la pause, si Jean-Pierre le veut bien. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Allez, de retour sur On passe à l'action avec David Faravellon, avocat dans un cabinet d'avocats français
à Paris et sur le thème de comment sécuriser une opération de cession, un binôme banquier privé avocat. Rappelons tout d'abord qu'après cette émission, vous aurez la chance d'écouter Christine et Sandra pour leur émission Demandez le programme, qui parlera des différents événements et des différentes animations à venir. Et puis ensuite, à 18h15, ne manquez pas Pierre-Luc, un jour, un lac, un entrepreneur, où on parle de toutes ces personnes à qui on a attribué un passeport pour venir faire du business en Savoie, c'est-à-dire tous les gens qui ne sont pas nés dans notre belle région. David, passons et parlons d'autre chose. Je veux vendre les titres de ma boîte. C'est décidé, les titres de ma société à l'IS. Et après avoir échangé avec mes différents conseils, j'ai un grand groupe qui m'a adressé une lettre d'intention, une LOI. Je l'ai entre les mains, David. Elle est là. Elle est entre mes mains. Et je ne sais pas par quel bout commencer. Je ne sais pas comment la lire. Je ne sais pas comment la comprendre. Est-ce que, sans même avoir le contenu, tu pourrais me donner quelques clés de lecture? Tout d'abord, je suis bien content que tu m'appelles maintenant. Parce que, alors, petite expérience personnelle, mais on est souvent consulté après la signature de la lettre d'intention, parce qu'on se dit que la lettre d'intention, c'est juste des intentions, que c'est non engageant, que c'est juste une manifestation de volonté. Mais en fait, la lettre d'intention, c'est le cadre de l'opération. Et par cadre de l'opération, en fait, c'est justement les informations que l'acquéreur va transmettre au vendeur pour dire, voilà, moi, je suis intéressé par votre société, mais à ces conditions-là. Et par ces conditions-là, on parle de quoi? On parle de la valorisation de la société, du prix de vente envisagé, qui n'est pas forcément le prix définitif. Attention, parce que derrière, il y a les fameux audits juridiques, il va y avoir les négociations qui peuvent affiner ce prix. Et il y a aussi les conditions principales qui ont été évoquées à ce stade par l'acquéreur, c'est-à-dire garantie d'actifs et de passifs. On rentre dans la garantie d'actifs et de passifs, le gros mot. Les conditions suspensives. Est-ce qu'en tant qu'acquéreur, je peux payer cash ou est-ce que je vais devoir faire appel à du financement bancaire? Et d'autres conditions suspensives qui peuvent être liées à l'activité, au secteur, des autorisations, des permis. Et donc, ça permet d'avoir un premier cadre, en fait, qui donne toute l'information sur les conditions pour lesquelles l'acquéreur veut y aller. Voilà, c'est très important ce que tu dis, David, et on se bat aujourd'hui littéralement avec nos clients. Une LOI, c'est tout sauf anodin. Il faut bien comprendre que la LOI, s'il faut faire 15 versions, on en fera 15. Parce que une fois qu'on a passé la LOI, qu'on a signé la LOI, David, le rapport de force, il est inversé. Et donc c'est là où effectivement on est en total alignement. Appelez un avocat, faites-vous accompagner par vos conseils au moment de la lecture de la LOI, parce qu'il y a des éléments qui sont forts sur lesquels on reviendra plus après. Vous avez donné votre accord sur une caution bancaire au lieu de donner, une garantie à première demande, au lieu de donner votre accord sur une caution bancaire, ça sera très difficile de revenir en arrière. D'ailleurs, David, tu m'as mentionné ce fameux gros mot, la garantie d'actifs passifs. C'est quoi le lien entre la garantie d'actifs passifs, les titres d'une société et ce qu'on s'est dit tout au début? Comme quoi c'était un marché acheteur, un marché qui pouvait être un peu difficile, éprouvant pour le vendeur. C'est quoi le lien entre tout ça? Le lien entre tout ça, c'est le passif et par extension l'actif. C'est-à-dire que l'acquéreur qui veut racheter une société, il va racheter l'existant. Et il veut s'assurer que l'existant soit carré. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de soucis, qu'il n'y ait pas de problématiques qu'il va découvrir demain. Demain, il a les rênes de la société et il découvre un redressement fiscal, une problématique avec des salariés, des contrats qui finalement n'étaient pas... Un préjudice du coup. Un préjudice, des choses qui étaient imprévues. Et donc, il a besoin de s'assurer que ce qu'on lui vend est conforme à ce qu'il pense être la société. C'est-à-dire garantir qu'il ne va pas y avoir une diminution de l'actif, mais qu'il ne va pas non plus y avoir un accroissement du passif. C'est-à-dire des découvertes qui finalement vont lui faire se dire que s'il a acheté pour 10 euros, en fait, il aimerait bien en avoir pour 10 euros et pas pour 1 euro. Exactement, mettez-vous à la place de vous achetez une voiture, vous avez un contrôle technique, vous voulez que votre voiture elle roule, vous faites 5 km et puis vous vous rendez compte que la voiture elle fume de tous les côtés, qu'elle marche plus. Et la garantie d'actifs passifs, c'est justement pour prémunir ça. Donc vous aurez dans votre LOI votre prix, votre valeur d'entreprise, c'est-à-dire la valeur de votre activité. Et vous avez également une garantie d'actifs passifs qui est un montant, un pourcentage du prix de vente qui potentiellement pourrait être rappelé, pourrait être récupéré par l'acheteur sur une durée de 3 ans. Quels sont les points de vigilance du coup sur cette garantie d'actifs passifs? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va regarder là à l'instant? On l'a devant les yeux, la LOI. Quels sont les points sur lesquels on va se dire c'est des points durs? Quels sont les points sur lesquels on peut laisser passer?
C'est quoi un petit peu tes conseils, ton expertise là-dessus, David? Pour finir le propos de tout à l'heure, en fait, sur la garantie d'actifs et de passifs, qu'est-ce qui se passe si j'ai une violation de cette garantie? C'est une indemnisation, comme tu disais, c'est-à-dire que le vendeur va devoir repayer un montant à l'acquéreur pour le dédommager du préjudice lié à la violation ou l'inexactitude d'une déclaration. Et donc, dans la LOI, au stade de la LOI, alors, la garantie d'actifs et de passifs n'est pas écrite dans sa full forme, mais en revanche, il y a des points précis. Et généralement, là, il faut faire attention, c'est par exemple, on le voit souvent d'expérience, c'est une garantie d'actifs et de passifs dans des formes conformes au marché. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. Et donc, il faut faire attention, comme tu disais, au plafond. C'est-à-dire que, est-ce que le plafond, c'est le prix de cession? Donc, ça veut dire que je dois indemniser l'acquéreur sur l'intégralité du prix s'il y a des difficultés demain. Un redressement fiscal qui peut potentiellement être très élevé. Bien sûr. À partir de combien? C'est-à-dire, à partir de quel seuil, justement, j'indemnise l'acquéreur? Et donc, là, ça dépend de pas mal de choses. Est-ce que j'indemnise au premier euro? Et ensuite, la durée. C'est-à-dire que, en tant que vendeur, on a envie d'être tranquille. Clairement. En tant qu'acquéreur, on a envie d'être tranquille. Et donc, il faut trouver la bonne durée pour que tout le monde soit tranquille. Pour que tout le monde soit tranquille, exactement. Tout le monde soit serein et que l'atmosphère se fasse dans un élément équilibré. Mais si on pousse et qu'on est volontairement provocateur dans ce propos, en fait, il faut bien comprendre que moi, je suis un acquéreur. À ce stade de la LOI, j'ai tout intérêt à tenter une acquisition sur une entreprise en me mettant le maximum de garde-fous. Pourquoi ? Parce que quelque part, si ça marche pas, je pourrais toujours venir récupérer mon argent. Autrement dit, j'achète, comme c'est le cas aujourd'hui, la société de Monsieur B, je l'achète pour 2 millions d'euros. Je mets une garantie bancaire, je mets une garantie d'actifs passifs avec une contre-garantie bancaire à hauteur de 100% du prix. Ça veut dire que demain, s'il se passe quelque chose, je peux potentiellement aller récupérer la totalité de mon prix d'achat. Donc, quelque part, là où tu dis il faut que chacun soit tranquille, c'est que moi, en tant que vendeur, j'ai un devoir d'être un honnête homme. C'est-à-dire de vendre une société dans les meilleures conditions possibles. Mais de l'autre côté, l'acheteur, il est aussi tenu de faire le maximum de diligence pour que lui puisse acheter dans des bonnes conditions. Et il s'agit que chacun mette la bonne dose de travail dans cette opération-là. Et que bien tous nos clients, auditeurs et auditrices nous écoutent, c'est que si j'ai négocié un prix que j'estime juste, un multiple de BE, peu importe, 2 millions, mais que ces 2 millions-là, finalement, sous 3 ans, potentiellement, je peux les perdre, j'ai pas vendu grand-chose et j'ai pas gagné grand-chose. Donc ça, c'est effectivement un point qui est très important, David. Et si on reste sur la sécurité du prix, qu'est-ce que toi, tu conseillerais comme clause dans cette garantie d'actifs passifs, ou même plus largement, comme clause dans cette sécurité dans cette réalisation de deal? Qu'est-ce que tu conseilles un petit peu? Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la LOI, c'est le début du chemin. C'est-à-dire que du moment où elle est signée, on se lance dans l'opération. À partir de ce moment-là, l'acquéreur va faire ses audits juridiques, donc c'est-à-dire qu'il va vérifier toute la société, ses actifs, ses contrats, la situation des salariés, la situation financière pour s'assurer qu'en fait, ce qu'on lui vend est bien ce qu'il pense être ce qu'il va acheter. Il faut anticiper le fait qu'après ces audits, on va signer un contrat de cession. Un contrat de cession qui va récapituler les principales modalités de cession. Et qu'après, en fait, il va y avoir ce transfert de propriété. Donc en fait, au moment de la LOI, pour pouvoir anticiper toutes ces situations-là, justement, il faut se dire quels seront les grands axes pour que derrière, on puisse avoir une négociation qui soit la plus apaisée possible. C'est-à-dire prévoir, anticiper, est-ce que le l'acquéreur a besoin d'un financement bancaire? Sous combien de temps il l'aura? Exact. Anticiper en fait les grandes clauses, les grandes limites de la garantie d'actifs et de passifs. Quel est le plafond pour être sûr que derrière il n'y a pas de surprise. S'assurer des engagements qui sont demandés par l'acquéreur. Est-ce qu'il a besoin qu'il y ait certaines autorisations qui soient obtenues, certains permis, certaines régularisations. Donc en fait la lettre d'intention, c'est le début du chemin, et pour que le début du chemin soit fait de la meilleure des manières possibles, il faut que ça soit bien fait, et c'est là où il faut être accompagné en vrai. Exactement, tout à fait. Et en fait, ce qu'il faut bien entendre aussi, c'est que c'est une manière de faire son travail de manière structurée, d'avoir une belle LOI. Parce que ce que les clients n'arrivent pas à se prolonger et à se projeter, c'est normal, c'est que la LOI, on va discuter, et ensuite le protocole de cession, on va rédiger. Et il y a un temps pour rédiger et relire, et un temps pour négocier. Et donc la LOI, c'est vraiment le moment où on négocie, et si on va trop vite dans les négociations, finalement, les différents points, quand il s'agira de les écrire, on va les rédiger probablement un petit peu à la va-vite. Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne aussi sur une de tes expériences, parce que tu as parlé tout à l'heure de clause suspensive. J'ai une LOI là sous les yeux, je l'ai sous les yeux. J'ai un prix qui n'est pas de 2 millions, mais de 2,5 millions.
J'ai une garantie d'actifs passifs classique, en tout cas, il n'y a rien qui est différent de ce qu'on vient de se dire. Par contre, j'ai une clause suspensive d'obtention de financement. Ça, c'est mon point 1. Et j'ai un deuxième point, c'est que, j'ai en tout cas, je ne vais pas pouvoir négocier avec d'autres personnes pendant plus de 3 mois après la signature de la LOI. Ces 2 points, ça t'inspire quoi, toi, David ? Le premier point, c'est de se dire que l'opération, en fait, ne va pas se faire si rapidement que ça. C'est-à-dire que pour que l'opération se fasse, l'acquéreur considère qu'il a besoin d'avoir ce financement. Donc, c'est cette condition qui sera essentielle pour que l'opération se fasse. S'il a son prêt bancaire, l'opération peut se faire. S'il n'a pas son prêt bancaire, l'opération ne pourra pas se faire. Donc, côté acquéreur, il faut se dire, mes 2,5 millions, je peux les avoir, mais seulement à la condition que mon acquéreur ait son prêt. Donc, ça demande d'avoir une certaine gymnastique sur le calendrier. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est cette exclusivité. Exclusivité, c'est que l'acquéreur, il se dit, j'ai manifesté mon intention, mais je veux être sûr que pendant une période donnée, en fait, le vendeur ne parle qu'avec moi. Et c'est la fameuse clause d'exclusivité. Exclusivité qui sera la plus longue possible pour l'acquéreur parce qu'il a besoin de faire ses audits, il a besoin de faire signer son contrat de cession, en tout cas de le rédiger dans un temps qui soit très positif pour lui. Et en même temps, côté vendeur, on a besoin que ça aille vite. Donc c'est là où il y a toujours encore une fois cette notion d'équilibre, cette notion de négociation au stade de la LOI où on se dit, parfois la LOI, en fait, on la fait rapidement et après on parlera des conditions. Mais c'est dès la LOI, en fait. Exactement, tout à fait. Et ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que quand un client a une clause une clause suspensive, ça veut concrètement dire que les 2,5 millions qui sont sur la table, ça se trouve, ils se feront jamais. C'est ça. Donc quand on hésite entre plusieurs clauses, plusieurs LOI, et c'est pour ça que c'est important d'être autour de la table, on va se dire, point 1, est-ce que l'acquéreur en face, il a les moyens de payer ma boîte ? Point 1. Point 2, est-ce que la sécurité juridique qu'il me propose, elle est satisfaisante ? Et puis point 3, finalement, une fois qu'on s'est dit tout ça, est-ce que si moi j'ai envie de changer d'avis, est-ce que j'ai envie de m'ouvrir les portes, j'ai toujours la possibilité de le faire avec la clause d'exclusivité. Bien entendu, il y a d'autres points, mais l'idée c'est de se dire aujourd'hui que lorsque j'ai une opération de cession, je prends un pas de recul en amont, je m'entoure, parce qu'en face de moi, rassurez-vous, ils vont s'entourer et que derrière, je puisse faire l'opération qui me convient avec mes objectifs. Et ça passe forcément par la présence d'un avocat, je le répète, et on le répète avec David aujourd'hui, dès la LOI. Ne signez pas de LOI avant d'avoir fait valider ça par votre avocat. Et bien entendu, si possible, avec un banquier privé de qualité, si seulement tu en connaissais un, David. Justement, je me demande, banquier privé ou banquier d'affaires ? Ah, très très bonne question. Écoute, c'est un peu la même chose que si tu étais un passionné de pâtisserie et que tu vendais des gâteaux et que tu considérais que le gâteau qui était montré en vitrine, tu en étais responsable simplement parce que tu as mis la cerise à la fin sur le gâteau. Quand tu traites avec des dirigeants d'entreprise, ta volonté, c'est de valoriser leur patrimoine. Et là, le premier élément de patrimoine d'un client, c'est sa société, c'est ses titres de société. Donc pourquoi banquier privé ou banquier d'affaires ? Moi j'ai envie de te dire, c'est banquier d'affaires privé, parce que tu dois contribuer au même titre que l'expert comptable, que l'avocat et que le notaire à la création de valeur lors d'une cession, parce que c'est là que se fait le patrimoine. Et pour le reste, tu mettras la cerise sur le gâteau le moment venu. David, toi de ton côté, un petit mot de la fin avant qu'on conclue cette émission ? Un petit mot de la fin, bien entendu, ne jamais oublier d'où on vient, des montagnes. Et en fait, on a une chance, c'est que tous les deux, on vient du même village, de domaines, et on a partagé le même endroit où on prenait des bières lorsqu'on était plus jeune, le Cocardi. Donc, Grenoblois de naissance, parisien d'adoption, mais toujours fanatique du Cocardi. Exactement. Et comme sur cette émission, on a toujours des dictons, c'est une expertise internationale au profit d'une clientèle locale, faite par des gens comme vous, pour vous. C'était Fabien Girouet et David Faravellon sur Radio Grand Lac pour On passe à l'action. On vous dit à très vite et surtout, pensez aux avocats lors de la LOI. À bientôt, au revoir. 24h/24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM.